J'ai appris hier que les orques pouvaient se suicider en agissant sur leur système respiratoire, en laissant leurs poumons se faire attaquer par le désespoir. Ce serait peut-être ce qui s'est passé avec la star internationale Keiko, héros du film Sauver Willy, qui aurait difficilement accepté son retour à la vie sauvage après avoir été au contact des humains. Je crois qu'il y a au fond de chaque poumon de cétacé un morceau de texte mal digéré dans un corps, mais qui prendra sens dans un autre. Je crois qu'il y a au fond de chaque poumon d'un cétacé un humain désespérant, introjecté, agissant comme des dizaines de cartouches de mauvaises cigarettes. Et tout se noircit, et tout se pulvérise, et tout ne se sauve plus maladroitement. Nous n'avons pas sauvé Willy. Voilà, tu as regardé 1000 fois la VHS, et tu y as complètement cru. Mais aujourd'hui, tu peux te rentrer dans le crâne que nous n'avons pas sauvé Willy. Ils n'ont pas sauvé Willy parce qu'il y a toujours un revers de médaille, un truc désastreux auquel nous n'avons pas pensé, un truc qui te fragilise immédiatement les poumons, un truc qui t'empêche encore de respirer. Je crois qu'il y a dans chaque poumon l'introjection désespérante d'un autre corps, je veux dire, qui a désespéré avant toi, qui s'est entaché, qui a fumé l'humanité déclinante. Il y a dans chaque poumon un déclin noircissant. Il y a dans chaque poumon la tentative d'écriture de ce déclin noircissant. Le texte est un poumon noirâtre ou n'est rien. Hier, une sorte de philosophe ringard a cru qu'il allait sauver la littérature, nous dire qu'il avait sauvé la littérature. Et, comme Keiko, la littérature a eu cette réaction immédiate. Elle a agi sur son système respiratoire pour crever. Et la littérature devient l'écriture infinie et infâme de ce déclin de poumon. Je crois qu'il y a dans chaque poumon d'orque suicidé l'avenir d'un livre, d'une phrase, d'une lettre, d'un phonème, d'un pneuma. L'inaboutissement, enfin, la perte, le raté, la faille. Nous n'avons pas sauvé Willy, malgré les 2 films et les 2 VHS follement ingurgités. Mais nous avons encore quelque chose à sauver, peut-être, au fond de chaque poumon, un morceau de texte, ici et maintenant. Une phrase se doit désormais de mal respirer, sinon elle ne peut être une phrase. Et tout respire mal, et tout suffoque, et tout s'étouffe, et tout tousse maladroitement. Si nous n'entendons plus le texte tousser à sa lecture, c'est que nous l'avons perdu, comme les VHS et les magnétoscopes. Dès ses premiers contacts avec les humains, Keiko a développé des lésions cutanées sur son corps splendide. Le texte est constitué des plaies de Keiko sauvée ou dans l'attente d'être sauvée. Comme mon texte, peut-être. Là encore, on me propose des stages d'écriture. Serais-je espionné par mon ordinateur pour produire un best-seller? Et cela me donne envie d'agir négativement sur mon appareil pulmonaire. Pour écrire un livre, il faut agir sur son système respiratoire, négativement, maladroitement. Il faut entacher ses poumons, il faut que le livre s'empêche de respirer même, ou bien trop mal, ou peu, ou pas assez. Je n'ai pas réussi à respirer efficacement mon livre et à sauver Willy, c'est ainsi. J'arrive pas. C'est pas grave. En marchant dans de mauvaises chaussures, j'ai massacré mes 2 petits orteils qui portent désormais des blessures similaires qui ne les ravissent pas. Mon plaisir a été de les soigner. J'ai eu l'impression d'être un infirmier pour eux, en les recouvrant régulièrement de cicatrils puis de pansements. Mais c'est comme si les douleurs lancinantes qu'ils m'envoyaient étaient des signaux nouveaux d'avancement ici et là, pour extirper de mes pieds des torsions nouvelles. Pour se tordre dans le sens inverse. Les blessures ont radicalement changé la physionomie de mes orteils, qui se sont vus entacher de nouvelles couleurs étranges, comme un hématome qui passe du bleu au noir, au vert, au jaune, en quelques jours. Je crois que les hématomes, et même certaines blessures, sont des intermittents du spectacle du corps humain, qui tentent et expérimentent des événements internes, intériorisés, et même des intermittents un peu anarchistes qui foutent le bordel dans les corps institutions qui les emprisonnent, en envoyant des messages menaçants sous forme de couleurs sur la peau. D'ailleurs, je crois que nous sommes à chaque fois tous étonnés de la propension des meubles à nous cogner pile à l'endroit de blessures récentes, pour les amplifier sûrement. Et je jurais qu'hier, lorsque mon rebord de fenêtre est venu défoncer davantage mon orteil droit, je l'ai entendu rigoler. Mais pas moi. Désormais, je ne souhaite plus d'un regard extérieur sur mes pièces, mais d'un regard intérieur. Des yeux littéralement révulsés vers les viscères, là où enfin une danse continue de s'émietter. Le seul vrai solo improvisé s'y trouve enfin, un chant sémantique intériorisé,
une isotopie de mots encore inconnus. Chaque cellule souhaite se transformer en poussière et l'eau de ton corps veut bouillir. La danse, c'est l'acceptation de ces viscères isotopies, de ces cellules poussières, de cette brûlure nouvelle. La danse, c'est l'acceptation du débordement de ton eau interne et son éventuel mélange avec la poussière du plateau. La danse parfaite, c'est l'inventaire et la conscientisation de la moindre poussière sur le plateau qui peut prendre des journées entières. Je veux que mon corps crie, faire crier mon corps, que mon corps soit un cri, que mon cri soit un corps, faire de mon corps un cri, faire corps de mon cri, faire crier mon corps, que mon corps soit un cri, corporaliser mon cri, crier mon corps, crier dans mon corps, être corps dans mon cri, crier mon corps, crier, corporaliser, crier, être corps, être cri, être le corps de mon cri, être le cri de mon corps. Il faut se laisser traverser par un événement violent, puis par un événement doux, pour le corps s'interroge encore et se déploie chorégraphiquement. Tordre un mouvement dont il ne sera plus possible d'identifier son cadre d'émergence. Il faut aussi se laisser traverser par le regard de l'autre, celui ou celle que l'on appelle la spectatrice, mais qui est en fait celui ou celle qui t'aide à chorégraphier, qui t'implante encore plus dans l'ici et maintenant performatif, jusqu'à faire suinter des mouvements neufs de ton corps déjà sûr d'autre chose, de la réalité et de ses coagulations parfois douloureuses, de l'harassement qui n'est pas corporel, qui est la répercussion de la noirceur quotidienne que le spectacle vivant permet de transcender, pour travailler à faire jaillir des lumières, comme des épiphanies ici et là, et pas seulement sur le plateau. Il s'agit alors ensuite de se laisser traverser par ces épiphanies elles-mêmes en co-construisant la pièce, en se laissant traverser par la violence ou la douceur de l'autre, provenant peut-être de son propre quotidien méprisant, épuisant. Il faut faire quelque chose de cet épuisement, l'incarner jusqu'à l'exhaustion, jusqu'à sortir de l'indicible corporel, pour rendre hommage au réel que l'on souhaite arracher. Les phrases corporelles alors prennent sens, et chacun en fait sa propre lecture, les accueillant dans son livre corporel personnalisé. Il y a dans chaque gestique l'une de ces coagulations douloureuses, un réel surplombant dont il va falloir s'extraire par l'abstraction corporalisée. Chaque torsion de doigt permet cette évacuation, cet échappement vers une sorte de boue lumineuse et froide. Il s'agit, ici et maintenant, d'imposer des entorses au langage corporel et d'entorser son propre réel, se dérégler et entorser la règle. Il s'agit, comme le dit Karen Boy, d'opposer l'organique à l'organisé, résister encore par le corps, résister au coup par le mouvement, résister à la machinerie organisée par la torsion organique, déconstruire les instances qui nous organisent, désorganiser les instances qui nous détruisent. Le corps ainsi se révulse vers le passé et se tord vers l'avenir. C'est qu'un monde entièrement vivant à la force d'un enfer, dit Clarice Lispector, et c'est ce feu qui parcourt chaque membre de ton corps, avec ton enfer porté à bout de bras, à bout de mouvement, un mouvement qui se déploie jusqu'à la brûlure, un corps qui se tord jusqu'au mouvement brûlé. Dans ton ventre, tout un monde vivant qui génère chaque seconde de nouveaux mouvements, mais dont un seul peut-être viendra dans ta gestique, dont tu feras l'acquisition alors, parmi les 7000 autres que tu auras déployés. Chaque spectacle devient la traque de ce mouvement brûlant, dans ton enfer gestuel interne, dans le fait de ton ventre créatif. La danse est une trémulation interne dans le corps d'un autre, ou d'une autre. La danse est un événement qui traverse et traversera le corps d'une autre, qui peut-être le transformera en danse à son tour. La danse est l'espoir de cette transformation. La danse est la transformation soudaine, fugace et éphémère d'un désespoir.
Merci. Peut-on qualifier une autre réalité de réaliste? Peut-on parler d'une autre réalité? Peut-on parler de nous-mêmes? A-t-on le droit de parler de nous-mêmes? A-t-on le droit de s'accorder le temps de parler de nous-mêmes, de parler de notre situation, de parler de notre relation? A-t-on le droit de parler de Dieu? A-t-on le droit de parler de notre relation avec Dieu? A-t-on le droit de parler de notre relation avec des amis imaginaires? A-t-on le droit de parler d'amis imaginaires même si on est adulte? Peut-on parler de nos amis imaginaires? Est-ce normal de voir des entités, d'avoir une autre identité, d'avoir une identité imaginaire? Est-ce normal de voir ce que c'est d'avoir une entité imaginaire, une identité imaginaire? Est-ce normal d'être agent secret? Est-ce normal d'avoir que des secrets, d'avoir une vie secrète, d'avoir une autre vie, d'avoir d'autres envies que tout le monde, d'avoir d'autres désirs que tout le monde? Est-ce normal de penser à ses propres désirs et de comparer ses propres désirs avec ceux de tout le monde? Est-ce normal de se projeter? Est-ce normal de voir l'avenir, d'avoir des visions de l'avenir? Est-ce normal d'avoir des visions? Est-ce qu'on peut dire que c'est normal d'avoir des visions? A-t-on le droit d'avoir des visions? Qu'est-ce qu'on a le droit de voir dans nos visions? Qu'est-ce qu'on a le droit de concevoir? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas dire? Est-ce un droit de ne pas dire certaines choses, de ne pas pouvoir dire certaines choses, de ne pas pouvoir s'exprimer? Est-ce que c'est un droit de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas avoir le droit de s'exprimer, de ne pas avoir le droit de dire quoi que ce soit? Est-ce un droit de s'effacer, de disparaître? Est-ce un droit de pouvoir choisir le moment de sa disparition? Est-ce le moment de choisir l'instant de l'éclipse, d'un éclipse solaire, de voir le soleil? Est-ce le moment de regarder le soleil fixement, de se regarder fixement dans le miroir? Est-ce le moment de commencer à parler à soi-même? Est-ce normal de parler à soi-même dans le miroir? Est-ce normal de penser à ce que c'est d'être soi-même, d'être tout le temps soi-même et de ne pas pouvoir habiter d'autres corps? Les mêmes ruminations, tout le temps les mêmes ruminations, les propos les plus clairs que Dieu prononça. Dieu, il a pas dit grand-chose, mais ce qu'il a dit, c'était pas bien clair. Vous pouvez juste lire les livres les livres de poésie, les textes sacrés, c'est jamais très clair ce qui est écrit dedans. Et les gens, ils sont jamais d'accord sur ce qui est écrit dedans. Les gens, il y a plein d'auteurs en plus, il y a plein de gens c'est une œuvre collective, pour une fois, une œuvre collective. Il n'y a pas beaucoup de livres collectifs, mais la Bible en est un. Le Coran un peu moins, mais la Bible c'est un livre collectif. Je sais pas, mais il y a d'autres auteurs du Coran, parce qu'il y a des gens qui racontaient des histoires à l'époque. Il y avait des gens qui racontaient des histoires et les prophètes, ils écoutaient les histoires et puis ils avaient des visions qui étaient basées sur les histoires, comme on a des rêves qui sont basés sur des pubs, comme on a des rêves qui sont basés sur tout et n'importe quoi, même des conversations qu'on n'a jamais eues avec personne, c'est basé sur cette conversation qu'on n'a jamais eue, ou une conversation qu'on avait avec notre ami imaginaire avec qui on parle jamais, mais on parle de lui, on peut parler de lui avec notre psy par exemple, on peut parler de nos amis imaginaires parce que c'est une production de l'inconscient, comme n'importe quel livre, comme la Bible, comme n'importe quel texte sacré, c'est une production, c'est tout le temps une production, c'est tout le temps une question de production, de vendre quelque chose, de vendre sa Bible, même si tu le donnes à quelqu'un, c'est quelque chose que tu veux vendre, tu veux le vendre mais gratuitement, tu veux te vendre mais gratuitement, et c'est un peu ça le problème, c'est ça ton problème, c'est que tu n'arrives pas à te réveiller, réveille-toi, bouge, c'est le moment de délirer, c'est le moment de voir qui t'es au fond, en parlant avec ton ami imaginaire qui est peut-être un extraterrestre, ou un robot, ou un zombie,
zombie ou je sais pas qui, ça pourrait être tout et n'importe quoi. En fait, c'est à toi de choisir. Et ça, c'est le problème. Il faut choisir quand même. Il faut choisir ton interlocuteur. Et chaque fois que tu parles avec quelqu'un, c'est toi qui le choisis. C'est toi qui choisis si tu parles avec un robot ou un zombie. Même quand tu parles avec des gens sur Internet, des inconnus sur Internet, ça pourrait être des robots. Aujourd'hui, c'est plutôt des robots, mais ça pourrait être des robots zombies ou des extraterrestres zombies ou je sais pas quoi. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Peut-être que tu es prophète et tu veux imaginer que tu as écrit un livre, tu as plagié un livre, tu as plagié les rêves collectifs de toute une population et tu penses que c'est bien et tu as envie de vendre ton truc, tu as envie de te vendre, de vendre corps et âme comme le Christ, corps et âme, comme le Christ on ne parle pas du Christ si on ne parle pas de la chair, du quelque chose de matériel. On est tout le temps dans la production, la reproduction, parce que l'histoire du Christ, c'est un peu une histoire de reproduction à la base. C'est une histoire de reproduction miraculeuse, mais une histoire de reproduction quand même. On a reproduit un homme, juste un autre homme, et c'est tout. Et ça arrive tous les jours, et on reproduit des femmes et des gens qui sont entre les deux, et c'est très bien, mais c'est la reproduction, c'est le fait que ça tourne en rond tout le temps. On n'est jamais sûr de qui on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, on n'est jamais sûr de notre identité, on n'est pas sûr d'être dans un roman ou d'être dans un film. Je pense que la vie, c'est plutôt comme un roman, parce que la plupart du temps, c'est un peu ennuyeux, et puis de temps en temps, il y a des trucs intéressants, mais quand il y a quelque chose d'intéressant, on a le sentiment que c'était prévu quand même, que quelqu'un l'a prévu, pas Dieu, mais on a le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière. On est un peu parano quand même, on est humain, on dit il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui a monté ce coup pas forcément contre nous, pour nous. Quand ça se passe bien, on a le sentiment que c'est organisé, qu'il y a de l'ordre quelque part, il y a de l'ordre quelque part dans les gènes, il y a les sciences naturelles, il y a tout ce qui est naturel, c'est censé être calme, on est censé être calme. Quand on parle à quelqu'un, on a le sentiment d'être calme dans notre cœur. On n'est pas conscient du fait qu'il y a tout le temps ce bourdonnement intérieur, il y a tout le temps une vie intérieure. Il n'y a pas de vie à l'extérieur, mais toute la vie, c'est à l'intérieur, c'est les micro-organismes. Il n'y a pas de vrais organismes, il y a juste les micro-organismes, il y a juste des organismes, des entreprises. Les organismes, ils ont leur entreprise, les micro-organismes, ils ont leur micro-entreprise et leurs projets de micro-édition ou je sais pas quoi, mais ils font quelque chose, ils ont envie de produire des livres, ils ont envie de reproduire, de se propager, de se multiplier, et c'est comme ça, parce qu'ils sont dégueulasses, les micro-organismes. Je sais pas si tu as regardé, tu as vu à quoi ça ressemble, mais c'est tout moche. Si tu as un bébé qui ressemble à ça, c'est vraiment, c'est pas top, hein. Si ton bébé ressemble à un micro-organisme, c'est dommage, c'est bien dommage, mais bon, quand il y a un bébé qui est moche, on ne le dit pas, c'est tout, on ne dit pas, quand il y a un texte sacré qui est très moche, on ne le dit pas non plus, on n'a pas le droit de le dire, parce que s'il y a des gens qui y croient, même les textes sacrés un peu alternatifs, comme le livre de Mormon, où il y a Jésus en Amérique du Nord et tout ça, on n'a pas tout le temps envie d'en parler, et on essaie de l'éviter, mais de temps en temps, on lance des débats, et quelqu'un te demande, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Mormon? Tout ce qu'on sait, c'est que ça se passe en Amérique du Nord, et il y a plein de noms bizarres, et c'est un peu raciste, et c'est un peu sexiste, et c'est un peu homophobe. Je ne sais pas si c'est homophobe ou
plus homophobe que la Bible, il faut voir. Bon, la Bible, c'est pas si homophobe que ça. David, il avait un copain, voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de tabou, il n'y avait pas de tabou, il n'y a jamais de tabou, en fait. C'est juste des trucs que tu inventes dans ta tête avec tes amis imaginaires, avec ton imagination, avec ce sentiment d'aller quelque part, d'avancer, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire quelque chose de ta vie, tu veux écrire un livre, peut-être un livre sacré, parce que c'est toi qui l'as écrit, c'est comme ton enfant, c'est sacré parce que c'est toi qui l'as fait, les enfants des autres, peu importe si ça ressemble à des micro-organismes, on s'en fiche, si ça ressemble à un micro-organisme, si ça ressemble à un extraterrestre, c'est le problème des autres. Un extraterrestre, ça pourrait être flatteur, en fait. Tu dis à ton ami, oh, ton bébé, il ressemble à un extraterrestre, ça passe. Hein. Ça peut passer parce que les extraterrestres, je ne sais pas si tu en avais vu, mais leur tête, c'est tout immaculé. Ils n'ont pas de poils, ça fait propre quand même. C'est comme les bébés, on a le sentiment que c'est propre, mais c'est pas si propre que ça. Donc, je disais juste que, bon, même le Christ, il était bébé, il n'était pas propre, il n'y a pas de tabou. C'est ce que, comme je disais, c'est normal, en fait, c'est normal de ne pas savoir qui on est au fond. C'est normal de ne pas savoir quelle est la différence entre la forme et le fond. C'est normal de se dire qu'il n'y a pas de différence entre un bébé et un extraterrestre. Il n'y a pas de différence entre un bébé et un arbre non plus. Il n'y a pas de différence entre un arbre et un texte sacré. Les textes sacrés, c'est juste des arbres recyclés, et des romans de gare, c'est un peu pareil aussi. Et il faut savoir qu'il y a quand même des arbres dedans, que ça vient de quelque part. Vous avez lu Marx, tu connais Marx. Marx, il a dit que ça vient de quelque part. Voilà, il n'y a pas une tasse de thé, il n'y a pas de thé. Le thé, ça vient d'Inde ou quelque chose comme ça. Ça vient de quelque part. On ne sait pas, mais on ne sait pas d'où on vient en fait. On sait qu'on vient peut-être d'Afrique, mais après, avant ça, on était des extraterrestres, on était dans l'espace avec les bébés, les zombies, et les intelligences artificielles, et je ne sais pas encore, et on était là, on était nous-mêmes, on était dans l'espace, mais on était nous-mêmes, on était des poussières, mais on était nous-mêmes, on était authentique en tant que poussière, on était là, on était présent en tant que poussière, même sans cerveau, on peut être présent, même on n'est pas obligé d'être conscient de notre présence, on sait juste qu'il n'y a rien à comprendre, il faut juste écouter, savoir écouter son cœur, et savoir ce que c'est d'écouter son cœur, et savoir ce que c'est d'être un bébé et tout dégueulasse, ou d'être une poussière dans l'espace, et d'être tout dégueulasse aussi, d'être taché de l'espace, d'avoir des taches d'espace sur ton front, et tout ça, c'est simple d'être un bébé, c'est simple d'être sage, il faut juste devenir un grain de poussière dans l'espace. Il y a le sot, et le sot, il pense être sage, et le sage, il pense être sot. Et il change de rôle tout le temps. Il y a le sage qui imite le sot, et c'est pas bien. Le sage il imite le sot, mais c'est pas politiquement correct. Et puis quand il y a le sot qui imite le sage, c'est pas politiquement correct non plus, mais le sot, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ici, il y a un cerveau qui parle, à quelqu'un dans le public. Il y a quelqu'un dans le public qui parle d'un cerveau qui n'existe pas. Il y a quelqu'un qui écoute ce qui se passe dans un cerveau
qui n'a pas le sentiment d'exister. Il y a quelqu'un qui parle de ne pas exister, de ne plus exister. Il y a juste le fait d'être une poussière, il y a le fait d'être une limace aussi, et ça c'est un peu différent. Les limaces dans l'espace, c'est un peu différent. Le cerveau parle, mais le sceau parle pas. Quand le cerveau parle, le sceau parle pas. Le sceau ne veut pas exprimer les besoins du cerveau. Le sage, il n'exprime pas non plus les besoins du cerveau. Le sage n'a pas de besoin. Le sage est dans l'espace. Il est dans un bateau dans l'espace. Et il n'en peut plus du sceau. Il n'en peut plus des choses. Il n'en peut plus de voir des choses autour de lui. Il ne veut pas voir ce que c'est d'avoir des choses autour de lui. Les mots détestent les choses. Les choses détestent les mots. Le sage déteste le sot, mais le sot déteste pas le sage. Le sot il admire le sage. Le sot imagine ce que c'est d'être plus sage qu'une poussière dans l'espace, et il est content de ne pas être dans l'espace. Il est content d'être sur Terre. Il est content d'avoir de la terreur, d'avoir peur, d'être sur Terre. Le sot et le sage n'ont pas d'amis, ils ne sont pas amis. Il n'y a pas d'amis dans le cerveau. L'auteur n'a pas d'amis non plus. Le destin n'a pas d'amis non plus. Mais ils ont tous des amis imaginaires qui les acceptent. Il y a tout le temps des amis imaginaires qui les acceptent tels qu'ils sont, et ils ne sont pas gênés d'être des poussières dans l'espace ou d'être des bébés. Même quand le bébé n'est pas sage, il n'est pas un sot. Même quand le bébé est là, il se trompe pas, il se chie dessus, et c'est pas un accident. Dans l'espace, il n'y a pas d'accident. Dans la nature non plus. Tout est lié. Et on a le sentiment d'être complotiste, d'être devenu complotiste. Pour ne pas avoir un cerveau, il y a juste, c'est possible de devenir juste plus complotiste. C'est possible de devenir plus parano et d'avoir le sentiment d'avoir un cerveau qui a été volé. Un cerveau qui a été volé par une personne dans le public. Et la personne dans le public parle à lui-même, et il n'est pas conscient qu'il a le cerveau d'un autre dans sa tête. Il ne sait pas qu'il y a un autre cerveau dans sa tête et qu'il n'y a pas de coïncidence, que le cerveau, il n'a pas choisi par hasard. Et c'est pas même s'il parle comme un sot, c'est pas un sot. Même s'il parle très lentement, il n'est pas sot. Il n'est pas sage non plus, mais c'est pas un seau d'eau qui attend la pluie. Et c'est pas un pseudo, c'est pas un pseudonyme, c'est pas un nom d'auteur, c'est pas un nom, c'est autre chose. Il reste plus suffisamment de temps pour tout refaire, mais il est encore possible de changer de mentalité. Il est encore possible de cesser d'être un bébé, de cesser de se chier dessus, de cesser de se faire chier, à avoir des pensées interrogatives, des interrogations. C'est possible de cesser d'avoir des interrogations à l'intérieur et de tout projeter à l'extérieur pour qu'on meure
pas